Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Géopresse, votre émission consacrée à l'analyse de la gestion de l'État et de la bonne gouvernance. Comme vous le savez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé un informateur pour identifier la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation du gouvernement. Il s'agit du secrétaire général de l'UDPS, parti présidentiel, Augustin Kabouya, qui a une mission d'une durée d'un mois, une fois renouvelable. Et puis la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo est de plus en plus délétère. Mais le Conseil supérieur de la défense a assuré que tout sera mis en œuvre pour que la ville de Goma, qui est sous menace de rebelles de 1-23, ne tombe pas aux mains de ces terroristes. Mesdames et messieurs, voilà donc les dossiers qui feront l'objet de cette émission Géopresse. Pour en parler, je ne suis pas seul, j'ai le réel plaisir d'être avec deux journalistes. J'ai à ma gauche, donc à votre droite, Fiston Oleko, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum. Salut Fiston Oleko. Salut Jojo Moulamba, salut à tous ceux qui nous suivent. Merci d'être là. Et puis à ma droite, donc à votre gauche, c'est Jordan Maenikini, journaliste au groupe de presse actualité.cd, mais qui a aussi un média en ligne qui monte en puissance et commune. Salut Jordan. Salut Jojo et salut à tous les spectateurs qui nous suivent à l'instant. Merci de vous avoir sur ces plateaux. On va démarrer cette émission comme je viens de l'annoncer. Le président de la République a nommé un informateur pour identifier la coalition majoritaire. Il faut savoir que aucun parti n'a atteint le seuil requis pour avoir la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée ou du Parlement. Et c'est comme ça qu'il a nommé Augustin Kabouya, secrétaire général, mais il faut aussi souligner qu'Augustin Kabouya est élu aussi député national pour cette nouvelle législature. Fiston Oleko, vous suivez cette actualité. Est-ce une perte de temps, comme considèrent certaines personnes? Bon, merci beaucoup Jojo Moulamba de la parole. Je ne sais pas dire si c'est une perte de temps ou ce n'est pas une perte de temps. Moi, je crois que ça revient justement à la pratique normale d'une démocratie, d'un État qui se veut, un État de droit, de pouvoir respecter, bien évidemment, ces textes. À partir du moment où aucun parti politique, aucune liste inscrite à la CNU ou au ministère des Affaires de l'Intérieur n'a su engranger 250 plus 1 siège. Je pense qu'il est de bonne loi que le chef de l'État puisse désigner, comme le suggère, bien évidemment, comme l'impose la Constitution. Ça n'a pas été le cas un informateur lors du premier mandat. Justement, vous savez, lorsqu'il a prêté serment pour son deuxième mandat, il a dit qu'il va éviter les erreurs du passé. Je pense. Donc c'était une erreur. Je pense que c'est une erreur du passé parce que ça ne peut pas se faire. Déjà, on constate la majorité de manière informelle. Je pense que l'enjeu en ce moment-là, c'était que le FCC de Joseph Kabila avait peur de perdre, bien évidemment, ses membres, comme ça a été le cas, bien évidemment, en 2021, avec la formation du gouvernement de l'Union sacrée, où on a vu tous les classiques du FCC ont traversé de l'autre côté, mais cette fois-ci, le chef de l'État a la voie libre parce que c'est lui qui a la majorité parlementaire. Ça, c'était un acquis. En face de lui, il n'y a pas une autre force qui a fait autant. On parle de plus de 400 sièges qu'il a gagnés à l'issue des élections, selon les résultats provisoires de la CNI, et qui fait que c'est les listes qui sont parties en se reconnaissant comme membres de l'Union sacrée, ont remporté les élections, notamment en pole position. On voit l'UDPS avec ses 69 sièges députés nationaux. Donc il était quand même important que le chef de l'État puisse procéder de la manière. Ce n'est pas une perte de temps. Moi, je ne trouve pas l'inconvénient. C'est justement une procédure normale et ce qui va faire en sorte que l'informateur qui est désigné va faire son travail et identifier cette majorité. Et c'est pour cela même qu'on avait commencé déjà un travail
pour faciliter ce travail en amont, pour faciliter ce travail en aval de l'informateur. On a vu des forces politiques se constituer, notamment le PCR, Pacte pour un Congo retrouvé, DAB, Dynamique Agissant et Bâtissant, de Samalukonde et autres. Donc moi je pense que ce n'est pas une perte de temps, c'est en fait accepter d'agir selon ce que nous sommes convenus, et ce qui nous met d'accord en tant qu'État moderne au Congo, c'est notre constitution. Constitution que nous avons adoptée, qui a ouvert la voie à la Troisième République. Oui. Jordan Maïnikini, l'article 78 de la Constitution a été respecté, avec la désignation donc de cet informateur. Merci, premièrement, merci pour la parole. Au fait, je pense qu'au stade actuel où nous sommes, comme venait de le dire Fiston, que le président de la République l'avait si bien rappelé, que cette fois-ci, il devra éviter les erreurs du passé. Donc je pense que le président de la République, qui est en train de mettre le pays dans une nouvelle direction, ne veut plus qu'il y ait des erreurs qu'on a eu à déplorer dans le passé. Alors je pense qu'il était important de désigner un informateur. C'est très important, surtout avec cette nouvelle réconfiguration au niveau de l'Assemblée nationale, où il y a eu des plateformes qui ont vu le jour. Donc je pense qu'Augustin Kabouya a comme levé les documents. Il a 30 jours pour mener la grande et difficile mission d'identifier la majorité à l'Assemblée nationale. Mais je pense que face à une classe politique congolaise qui est atypique, Augustin Kabouya devra, je pense, montrer du caractère, mais il devra être aussi le plus conciliant possible pour éviter de créer des frustrations. C'est vraiment une grande tâche, parce qu'aujourd'hui on se pose la question s'il doit identifier les véritables comment dirais-je, forces politiques au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que là, il y a une question qui se pose, est-ce qu'on doit forcément identifier les regroupements politiques d'avant les élections ou d'après les élections? Parce qu'après les élections, il y a eu par exemple la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé, PCR, qui a vu les jours. Juste après les élections. Oui, après les élections, où on a vu Vitel Kamere, on a vu Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou et les conseillers du chef de l'État qui constituent en tout cas cette plateforme. Donc, nous espérons que les choses vont bien se passer, parce qu'on doit se les dire, nous avons en tout cas besoin plutôt d'un gouvernement en urgence, parce que le pays est attaqué. Il faut que les institutions soient mises en place pour permettre au pays d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez très bien, par exemple, pour déclarer la guerre contre les Rwandais, on ne peut pas le faire, parce qu'il faut que toutes les institutions, en tout cas, soient mises en place. Les porte-parole du gouvernement soient mises en place. On va revenir sur cette question aussi de la formation du gouvernement, donc de la mise en place des institutions, mais suivons d'abord la rencontre entre le chef de l'État et le secrétaire général de l'IDPES, Augustin Kabouya, pour nous mettre un peu de l'eau dans la bouche et puis continuer la discussion. C'est pour identifier la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale que le chef de l'État a confié au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, la mission d'informateur, selon un communiqué de la présidence qui note tout de même que l'identification de la majorité parlementaire par cet élu de Moamba doit aboutir à la formation du tout premier gouvernement du second mandat de Félix Tshisekedi. D'après ces communiqués, le chef de l'État a agi ainsi conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution de 2006. Je suis très content de la désignation et je commence d'abord par remercier le Créateur des cieux et de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu, et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde
Mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Bien qu'il fait déjà naturellement ses travaux, Augustin Kabouya consultera le parti, regroupement et personnalité politique, toutes tendances confondues, appelé à siéger à l'Assemblée nationale au terme de résultats provisoires de législatives nationales, dont l'UDPS est en tête avec 69 députés nationaux. Je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro 1 de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. L'informateur du chef de l'État présentera son rapport de mission dans un mois, une durée une seule fois renouvelable. Voilà, nous venons de suivre le secrétaire général de l'UDPS, le nouveau informateur. Donc c'est lui qui aura la lourde tâche d'identifier la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale et une coalition qui va permettre à la formation du gouvernement. Du fiston Léco, le chef nous venons de suivre Augustin Kabouya, qui dit dans cette vidéo qu'il fait déjà ce travail-là, naturellement. Pensez-vous qu'il aura la tâche facile? Non, ça ne sera pas une tâche facile. Nous connaissons quand même comment fonctionne notre classe politique. Je crois que Jordan a frôlé cet aspect ici. Et c'est une classe politique qui est caractérisée par une gloutonnerie, on va le dire comme ça. Et ça ne sera pas facile pour Augustin Kabouya de pouvoir concilier les vues. Mais il est nécessaire pour lui de pouvoir avoir un peu du cran pour essayer un peu de mettre d'accord tout le monde. Et il a dit quelque chose de très important lorsqu'il il était sorti du bureau du chef de l'État, qu'il va consulter ceux-là qui ont fait ce travail avant lui. Ce n'était pas facile, d'ailleurs, pour ceux-là qui ont travaillé avant lui. Les informateurs. Les informateurs, Charles Moine de Sima. Nous avons d'abord Antoine Gizenga qui a fait ce travail. Il a été paix à son âme. Nous avons Moine de Simba. Donc il n'y a que Bati Lukwebo jusque-là. Comme personne, comme Patrice Lumumba, paix à son âme aussi. Non, non. Donc il n'y a que Bati Lukwebo comme personne ressource pour lui, malheureusement pour lui. Ben, je ne sais pas si on va aussi mettre dans cette liste Jean-Marc Kabounda Kaboun qui n'est plus en odeur de sainteté avec l'UDPS, mais aussi avec le chef de l'État, et Néhémie Moulania qui est dans les camps de ceux qui ont choisi de se taire, surtout en ce qui concerne l'évolution de l'actualité politique du pays. Donc voilà, c'est le travail qu'il va faire. Ce ne sera pas facile pour lui. Il y a beaucoup de partis politiques. Il va consulter les regroupements, les partis politiques, les personnalités politiques. Si il perd le temps d'aller vers les partis politiques, ça sera du gâchis. Il faut qu'il aille justement vers les listes, les chefs des listes des partis politiques ou des regroupements politiques qui étaient alignés dans le processus électoral et qui ont présenté les candidats et qui ont fait cette majorité pour que le travail soit rapide. Plusieurs personnes pensent que c'est facile parce qu'on parle de l'union sacrée. Mais l'union sacrée, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse. Ce qui est matériel, ce qui est palpable, ce sont les listes reconnues par la CENI et qui ont aligné des députés. Mais alors, les plateformes qui sont nouvellement créées? Justement, c'est un travail, moi je pense que d'autres forces politiques devraient normalement commencer aussi de leur côté pour essayer de faire cette coalition que le chef de l'État a besoin pour former le gouvernement. C'est ça l'enjeu, c'est arriver à la formation du gouvernement. Moi je pense qu'on ne peut pas perdre beaucoup de temps autour de ça. L'information, c'est encore beaucoup plus, un peu léger que le travail de la formation du gouvernement. Là, il faut maintenant nommer des personnes par poste, 3 personnes, tel, vous êtes proposé pour tel poste. Là encore, c'est encore très difficile. Ce sera d'abord une guerre dans les regroupements politiques eux-mêmes, avant que ce soit une guerre devant le formateur de gouvernement. On voit le président des regroupements. Déjà, le président des regroupements, c'est lui-même d'abord le ministre. C'est ça aussi le mal de notre classe politique, mais c'est à lui, l'informateur, de commencer ce travail qui sera fini, qui sera achevé par le formateur. Probablement, c'est toujours le formateur qui devient le Premier ministre. Et c'est ce qu'on attend. Que ça soit très rapide parce que les temps, on a dit ici, nous avons la guerre, nous avons des problèmes socio-économiques très pressants. Aujourd'hui, le dollar américain s'échange à 27 000. Dans d'autres coins, c'est 27 300, 27 400. À 28 même. À 28 même. Voilà, donc nous avons des défis énormes socio-économiques dans notre pays et cela n'attend pas. Les politiciens doivent faire vite avec leur conciliabule. Jordan Manikini, Augustin Kabouya a un mois
C'est peu ou bien, puisque la Constitution lui donne encore la possibilité de renouveler? Non, je pense que s'il se met au travail, je pense qu'avec les 30 jours qu'il a, les choses peuvent aller rapidement. Mais sauf que ce n'est pas une tâche facile parce qu'il doit ressortir avec exactitude les poids politiques de chaque parti politique ou regroupement politique. Avec tous ces mouvements qu'il y a eu, je pense que ça ne sera pas une tâche facile, mais au regard de la situation actuelle de notre pays, au regard de tout ce que nous avons comme défis socio-économiques, je pense que nous devons accélérer les choses. On ne doit pas... En un mois, il peut faire ses travail. Les partis peuvent... pour dégager avec exactitude ces poids politiques-là. Donc je pense que nous devons aller, en tout cas, vite en besogne parce que les temps... est fugace. Nous avons beaucoup de défis à relever. Le pays est fortement attaqué par les M23, soutenu par les Rwandais. Je pense que nous devons avoir déjà un gouvernement en place, comme je l'avais frôlé tantôt, que si aujourd'hui, par exemple, le président de la République veut déclarer la guerre avec les Rwandais, ça sera difficile pour nous, parce que déjà, au niveau, nous avons encore l'ancien Sénat qui est là. Il faudrait qu'il y ait la CENI aussi puisse accélérer les choses. Et il faudrait aussi qu'il y ait un nouveau gouvernement déjà en place parce qu'il faut que les institutions soient en ordre bien établi pour que nous puissions bien diriger le pays. Donc, je pense que si Augustin Kabouya nous écoute, s'il peut nous aider même à réaliser ce travail-là dans 20 jours. Dans 20 jours. Même dans une semaine. Le pays. Parce qu'il dit qu'il le fait déjà naturellement. C'est ça, donc c'est un travail qui a déjà commencé. Bien sûr, comme lui-même l'a si bien relevé, que c'est son travail naturel. Est-ce qu'il pouvait le dire aussi comme ça? S'il peut exploiter ce côté naturel-là pour accélérer les choses, afin que les nouveaux gouvernements soient mis en place. Nous en avons besoin, parce que le pays doit avancer. Le pays se retrouve aujourd'hui dans une situation de stagnation. Je pense qu'on ne doit pas continuer, on ne doit pas démarrer ainsi. Il faut que les nouveaux gouvernements arrivent au plus tôt possible pour qu'on avance. Mais Fiston Leko, est-ce qu'il y a de pressentis formateurs, d'après vous? On a parlé du PCR avec Améré, puisqu'ils forment déjà avec Julien Paloukou. Ils sont dans le 200 ou 300 députés comme ça. Vous savez, c'est difficile, surtout qu'il y a un autre, pas un problème, mais une autre question du réel politique, c'est que le chef de l'État a un pouvoir discrétionnaire et ses choix sont difficilement sondables. Donc, il est difficile d'identifier on va dire, cet oiseau rare, comme on a l'habitude de l'appeler, qui sera le formateur du prochain gouvernement. Mais on voit déjà le chef de l'État dans son parti politique, bien que cette fois-ci, il est parti en indépendant, mais d'aucuns ignorent qu'il est avant de devenir président de la République. Il était d'abord président de l'UDPS, choisi après à l'issue d'un congrès. Donc, d'abord, on voit qui sera une tête qui va représenter ce profil-là au sein d'abord de son parti politique, l'UDPS. C'est une réalité à ne pas exclure. Là, on voit des gens, notamment Jean-Pierre Liaou, qui venait d'embrasser le bateau. Il y a des Jacques Chabani aussi. Ce sont des faits politiques. Mais ailleurs, on va dire qu'il y a aussi des gens comme Vital Kamerhe. Pourquoi pas Vital Kamerhe? Pourquoi pas Jean-Pierre Bemba? Pourquoi pas? Mais moi, je pense qu'il faut aussi... Excusez, est-ce que ça peut aussi se passer comme c'était en 2016 avec Antoine Kizengas? Lui, l'informateur, et puis devient formateur. Bon, là, c'est une question très compliquée parce que le profil de Kabouya, on va se le dire, Kabouya est trop politique. Ça, il faut le dire, mais Kabouya n'est pas vraiment trop n'a pas vraiment beaucoup d'expérience dans les institutions. On peut tolérer même un président de la République qui n'a pas d'expérience de la gestion, mais un premier ministre, c'est très technique parce que vous avez la charge de mettre en musique le programme du chef de l'État. Ça demande un peu du cran, ça demande un peu des épaules pour porter cette lourde charge. Parce qu'il ne faut pas oublier, le chef du gouvernement, selon notre constitution, il n'a pas plus de pouvoir que le président de la République, mais il a plus de tâches
que le chef de l'État, parce qu'il coordonne d'abord le gouvernement et toutes les institutions, les structures de l'État sont sous sa direction. Donc c'est une charge énorme qu'on ne peut pas donner à n'importe qui. Ça, il faut qu'on le dise. Donc on ne peut pas soupçonner, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas soupçonner d'emblée celui qui sera le Premier ministre. Ça a toujours été, surtout depuis qu'on a ouvert la voie à cette Troisième République, ça a toujours été une surprise. Bon, je ne peux pas dire qu'Izenga, ce n'était pas trop une surprise parce que les accords étaient déjà signés. Oui. Mais en 2011, 2012, avec Matata Poundou, c'était une surprise. C'était une surprise, En 2019, avec Ilunga Ilunkamba, c'était une surprise. En 2021, avec Sama Lukonde. Sama Lukonde, d'ailleurs, personne ne s'y attendait. Sauf les friands, vraiment les initiés qui sont dans les couloirs. Mais le Congolais lambda, personne ne s'attendait à voir Sama Lukonde occuper cette fonction de Premier ministre. Donc on va s'attendre aussi à cette surprise, mais les gros poissons sont aussi là et je ne pense pas qu'ils ont lâché prise. Ils sont là pour avaler les autres. Mais Jordan Maïlikini, est-ce qu'il y a déjà une coalition, d'après vous, qui peut nous sortir un formateur? Moi, je dirais que la plus grande coalition jusque-là reste l'Union sacrée. Justement. Je pense que peut-être le chef de l'État va puiser cet oiseau rare, ces formateurs du gouvernement, à l'Union sacrée. Bon, il reste le président de la République, il a son pouvoir discrétionnaire, c'est à lui de voir à qui il peut confier ces bateaux de la primature pour que les choses puissent bien avancer. Mais moi, je pense que je ne vais pas faire peut-être une réflexion éponyme en citant les noms des gens parce que j'aime bien désidentifier ou dépersonnifier ma réflexion. Mais je pense que les hommes, nous n'en manquons pas. En tout cas, dans ces pays, en ce qui concerne la qualité des intellectuels, nous en avons. Mais ce qui nous manque juste, je pense qu'on doit essayer de modifier un peu le système. Parce qu'au Congo, c'est le système qui pose problème. Parce que vous pouvez être un éminent professeur, un éminent juriste, un éminent économiste. Mais lorsqu'on vous met dans un système qui est clopin-clopant, qui ne marche pas, soyez-en sûrs que tout ce que vous avez eu à apprendre à l'université ne serviront à rien. Donc, je pense que cette fois-ci, les chefs de l'État doivent en tout cas essayer d'arranger les choses en termes de système parce qu'il faudrait que le Premier ministre qui arrive puisse évoluer dans un bon système. Un bon système, je fais allusion à la bonne administration. Parce que dans un État, lorsque l'administration est chaotique, soyez-en sûrs que rien ne marchera. Rien ne marchera. Donc, il faut que le Premier ministre qui arrive puisse aussi s'atteler sur la réforme de l'administration. C'est très, très, très important et très pertinent pour faire avancer les choses. Comme j'avais dit, j'ai sous-entend ou encore j'ai pressent que les chefs de l'État qui est aujourd'hui considéré comme étant champion de la masculinité positive, de la masculinité positive, va peut-être nous surprendre avec une femme à la primature. Pourquoi pas? Parce qu'on a déjà... Ça serait une première pour le pays. Ça serait une première fois pour le pays. Moi d'ailleurs, c'est mon souhait de voir une dame à la primature. Je pense que ça va peut-être donner... Bon, je voulais citer un nom ici, mais bon. Comme un nouvel élan au pays. Comme vous ne voulez pas, alors... Bon, voilà. Ça n'est fini pour ces premiers sujets. On va aborder le deuxième thème qui porte sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Nous savons, comme nous le savons tous, le pays est attaqué, des femmes sont violées, des enfants sont tués, des territoires sont sous occupation de rebelles, des terroristes et particulièrement du M23. Mais l'armée congolaise aussi intensifie les opérations de traque et de neutralisation de ces groupes armés. Mais jusque-là, aucune solution durable n'est trouvée. On parle de dialogue, on parle d'une guerre contre même le pays qui soutient ces rebelles. Mais la situation est encore telle que nous le savons jusque-là. Même le vice-premier ministre en charge de la défense et le chef d'état-major se trouvent actuellement à Goma au moment où nous tournons cette émission. Mais déjà, Fiston Oleko, comment voyez-vous la situation? Quel sentiment avez-vous? On peut même parler de Léopard de la RDC qui ont lancé un grand message avec les signes qu'ils ont fait
au niveau de la Côte d'Ivoire pour dénoncer ce qui se passe. Vous, quel sentiment avez-vous? Oui, vous savez, cette question touche déjà au plus haut point nos émotions, touche au plus haut point notre système affectif, parce que nous sommes Congolais. Quand l'un ou les uns d'entre nous sont dans des situations pareilles, si vous voyez les images, c'est atroce. Aujourd'hui, on parle que de M23, mais il n'y a pas que le M23. Il n'y a pas que le M23. Toujours le rappeler. Oui. Avant le M23, nous avons plusieurs fois assisté aux incursions des EDF, Codeco et tout. Donc moi, je pense que cette situation, ça devient de plus en plus comme une forme de nébuleuse, comme une forme de dilemme, surtout avec le M23. Parce que ce qui m'étique, aujourd'hui, la RDC est dans une forme nous sommes en train de faire une propagande, pas une propagande, mais justement on fait beaucoup de bruit sur cette question, au point où on a même chargé, moi j'ai dit qu'on a chargé les joueurs affectivement pour qu'ils lancent des messages concernant la situation dans notre pays. Et bien évidemment, c'était important parce qu'on devait faire le choix entre la victoire d'une CAN et un message à passer pour l'intérêt général, l'intérêt de la nation. Et voilà ce qui y a été passé. Mais je crois que c'est le moment de mettre fin à l'hypocrisie de la communauté internationale. Quand on parle de la communauté internationale, on voit d'abord les États, parce que ce sont les États qui sont d'abord le premier sujet du système international. On va prendre par exemple le cas des États-Unis. Quand on parle des États-Unis, on voit les soutiens naturels du Rwanda. Les États-Unis sanctionnent le M23. Les États-Unis acceptent et reconnaissent que le Rwanda soutient ce M23. Mais les États-Unis ne sanctionnent pas le Rwanda. C'est ça le plus grand problème. On a vu quelques restrictions, des armes et tout, des aides qu'on apporte qui ne sont pas des acquis, qui ne sont pas vraiment un devoir des États-Unis de pouvoir aider militairement le Rwanda. Et c'est à quelle proportion? C'est ce qui se passe d'ailleurs en Ukraine. On a vu, au-delà des condamnations verbales, au-delà des communiqués, on a vu des sanctions palpables, des sanctions économiques, bien que la Russie s'est préparée de la manière dont elle s'est préparée et qu'il résiste. Mais moi, je ne pense pas qu'avec le pays comme le Rwanda, si les États-Unis reconnaissent réellement que le Rwanda sévères, est vraiment agresseur de la RDC, s'il reconnaît vraiment que ce pays de Paul Kagame fournit de l'aide substantielle au M23 pour qu'il continue avec son activité macabre, je pense que les États-Unis doivent aussi prendre des décisions qui vont vraiment décourager ces massacres qui se passent au niveau de l'Est. Bon, il y a encore une autre branche, c'est l'Union européenne, mais aussi ces pays. Excusez, Fiston, on va revenir sur cet aspect lié à la position de pays, des États membres de la communauté internationale. Mais Jordan Mainikini, vous, lorsque vous voyez cette situation qui perdure, qui depuis des décennies, on peut compter même 3 décennies, depuis que la République démocratique du Congo se trouve dans cette situation. Que ressentez-vous? Quel sentiment avez-vous? Avec un sentiment d'impuissance, comment voyez-vous la situation? Mais chaque jour, moi je me sens en tout cas le plus profondément touché dans mes entrailles, parce qu'on ne peut pas vivre dans un état où à chaque fois on vous apprend que vos frères et sœurs sont tués chaque jour. C'est une situation qui nous préoccupe en tout cas chaque jour. Mais moi, je dirais ceci. Au fait, je pense qu'aujourd'hui, on doit quand même le signifier que la République démocratique du Congo est en train de mener des très grands efforts pour le rétablissement de la paix et de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mais on se rend compte que nous faisons face surtout à plusieurs problèmes. Malgré tout, on doit quand même se les dire, ramener la paix à l'Est n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça doit prendre du temps parce qu'il faudrait des stratégies diplomatiques à la fois militaires pour pour les retours de la paix à l'Est. Mais moi, dans ma réflexion, j'ai toujours
donner un caractère économique à cette guerre. La guerre que nous connaissons à l'Est, elle est économique. Elle est essentiellement économique. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'on doit se le dire aujourd'hui, les richesses de la RDC se présentent à la fois comme étant une malédiction pour ces pays. Parce que si la partie est du Congo est attaquée, c'est tout simplement parce que c'est aussi la partie la plus riche du pays. C'est là où vous retrouvez la grande majorité des minéraux. Vous avez par exemple les minéraux loéchites qu'on retrouve à Rutshuru, une sorte de minéraux qu'on ne trouve qu'en RDC. Et jusque-là, vu que nous ne sommes pas très avancés du côté technologie, nous ne savons même pas quoi faire de ces minéraux. Oui. Et aujourd'hui, les multinationales sont à la base, ce sont eux qui tirent les ficelles au niveau de l'Est du Congo pour qu'il y ait guerre, parce que derrière cette guerre-là, il y a toute une économie qui se réalise. Déjà, je vais prendre l'exemple de Bunagana, cette localité située à la frontière avec l'Ouganda et non loin du Rwanda. C'est vraiment une localité stratégique qui a une importance stratégique et commerciale pour la RDC. 600 jours occupés par les M23. Je vais ici évoquer un rapport publié par les Nations Unies en 2023, au début janvier 2023. Selon ces rapports-là, les M23 qui occupent illégalement la localité ou le territoire de Bunagana. La localité. La cité plutôt. Les M23 collectent, selon ces rapports, les M23 collectent par mois une affaire de 27 000 $ de taxes illégales. Alors si nous faisons un petit calcul, vous avez aujourd'hui, cette localité va compter 600 jours d'occupation par les M23. Si nous prenons les 600 jours, ça va faire 19 mois. Si nous faisons un petit calcul de 27 000 $ par mois de collecte des taxes illégales, nous le multiplions par 19 mois, vous verrez qu'on peut aujourd'hui prétendre dire que les M23 ont collecté une affaire de plus de 500 000 $ de taxes illégales. Vous voyez comment les gens se retrouvent avec cette guerre. Alors si vous demandez à une milice ou à une rébellion pareille et sans compter le minerai qu'ils ont exploité. Sans compter les minéraux qu'ils exploitent illégalement, frauduleusement. Donc je pense que cette situation en tout cas doit finir. Nous devons renforcer notre armée pour remettre la sécurité au beau fixe dans la partie Est. Et si nous ne le faisons pas, parce que la guerre pour moi est économique, et le pays aura beaucoup à perdre. C'est le pays qui perd. Donc nous devons en tout cas mettre en place des stratégies pour mettre fin à cette guerre. Parce que ça doit finir. Chaque jour, il y a des mamans et femmes qui sont violentées dans cette partie du pays. Donc je pense que nous ne devons pas démérer, en tout cas... on ne doit pas se taire, nous devons monter au créneau pour dénoncer en tout cas aussi cette hypocrisie de la communauté internationale qui fait semblant d'être avec nous, mais qui réellement, dans la réalité sur le terrain, n'est pas avec nous. Okay, mais on va d'abord suivre cet élément. On va suivre le conseil, le vice-ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale des anciens combattants, qui avait pris part à la réunion convoquée par le chef de l'État, la réunion du Conseil supérieur de la Défense. Au cours de cette réunion, le chef de l'État et toute l'équipe ont rassuré que tout sera mis en œuvre pour que la vie de Goma ne tombe pas. Suivant. L'exécutif national congolais reste très préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Goma, au nord Kivu. Au terme de la réunion de Conseil supérieur de sécurité convoquée par le chef de l'État, il assure de tout mettre en œuvre pour que Goma ne tombe pas entre les mains de rebelles. Le Conseil supérieur de la défense, après avoir entendu toutes les parties, et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine
peur, fragilité dans les esprits. Tout en invitant la population à se méfier de réseaux sociaux qui distillent de fausses informations, le Conseil supérieur de sécurité a demandé au chef de l'État de lever les moratoires sur la peine capitale contre le traître qui sont au sein de l'armée congolaise. Je demande à la population de vraiment faire très attention parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Préoccupés aussi par cette guerre, les États-Unis appellent de nouveau le Rwanda à cesser de soutenir le M23 et à retirer les forces armées rwandaises du territoire congolais. Voilà, nous venons là de suivre le Conseil supérieur de la défense qui a été convoqué par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et au cours de cette réunion, le Conseil supérieur de la défense a déclaré que tout sera mis en œuvre pour protéger la ville de Goma. Fiston Oleko, que faire pour que la ville de Goma soit protégée? Non seulement cette ville, mais toute la province du Nord Kivu, toute la province. Que faut-il faire? Merci beaucoup de la parole de Jojo Moulamba, une fois de plus. Vous savez, cette question est très complexe. Que faire pour ne pas faire tomber Goma? Moi, je pense que c'est l'armée congolaise qui doit travailler. Et il est déjà d'ailleurs sur plusieurs terrains, sur plusieurs fronts pour pouvoir défendre la ville de Goma. Ces derniers temps, on a vu l'intensification des affrontements entre les FARDC et ces groupes rebelles que le gouvernement congolais appelle d'ailleurs des terroristes au niveau des saquets. Mais les vies sont comptées, les pertes en vies humaines sont comptées. Moi, je pense que le gouvernement congolais doit mettre vraiment du paquet pour que l'armée congolaise puisse faire son travail, mettre du paquet dans l'achat, bien évidemment, des munitions, mettre du paquet dans l'achat, réarmer notre armée, permettez-moi la tautologie, pour que cette ville de Goma ne soit pas occupée par le M23. Parce que l'enjeu dans tout ceci, c'est qu'à mener le gouvernement congolais à capituler pour que nous ayons des pourparlers entre le gouvernement congolais et le M23. Parce que c'est quoi le vrai revendication? Dialoguer pour justement, obtenir quoi? C'est ça les grands enjeux. Parce que vous savez, quand on voit Rwanda c'est autour de 27 000 km, si je m'abuse, 27 000 km carrés. Et aujourd'hui, il fait qu'il y a les données démographiques qui fait que le Rwanda n'a plus d'espace. Dans 30 ans, dans 20 ans, le Rwanda n'aura même plus de place pour faire l'agriculture. Alors, le Rwanda est aujourd'hui à la quête des espaces. Ça, c'est aussi une réalité qu'on ne peut pas nier. Voilà pourquoi il s'est même acheté des espaces ici en face de nous au Congo-Brazzaville pour mettre ses bases et tout. C'est justement dans cette logique-là. Voilà, on a parlé même des projets agricoles là-bas, qui seront des projets agricoles du Rwanda qui seront mis en œuvre là-bas. C'est un grand problème qui se pose au niveau du Rwanda, qui fait que le pays cherche des espaces. Le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, s'est exprimé dans un pays d'Afrique ici, où il était parti dans une rencontre internationale, où il a rappelé des conflits que nous avons par rapport aux questions du territoire. Et il a cité même des localités qui, il estime que c'était des coins qui appartenaient au Rwanda. Il a évoqué des accords de 1950, 1960. C'est ça le vrai enjeu. Le Rwanda avait des espaces, et des espaces qui seraient aujourd'hui se retrouveraient dans la superficie de la République démocratique du Congo. Alors il instrumentalise des Congolais. Mais justement, il instrumentalise des Congolais, il instrumentalise certains fils du pays, notamment ceux-là qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'ils seront dans ce cas-là. Malheureusement, on se retrouve là-bas pour ces sales besognes. Vous savez que quand on voit l'histoire de cette question de l'Est, on va partir justement de 1960, lorsque le Rwanda a pris le pouvoir. Il a toujours un penchant vers la République démocratique du Congo. Après avoir pris le pouvoir, les régimes de Kigali, on a vu, après la FDL, tous les groupes armés qui se sont formés après, les RCD, CNDP, et puis c'est toujours dans l'occupation des territoires. La RCD a occupé des territoires. Pourquoi ils ne les font pas au Kenya? C'est justement la question. C'est justement la question. Donc, moi, je pense que il faut qu'il y ait aussi au niveau national un travail qui s'est fait pour que nous soyons vraiment conscients de ce que nous voulons, surtout face au Rwanda, pour que nous ne cédions pas
Parce qu'aujourd'hui, il y a une forte pression sur la République démocratique du Congo. Peut-être que beaucoup de gens ne le voient pas. On a vu Anthony Blinken appeler le facilitateur désigné dans la communauté de l'EAC pour demander justement aux partis au conflit de négocier. Il est parti, il est venu en Angola ici. Il parle de la même question. On voit les communiqués, par exemple, je lisais hier, de la France qui parle de dialogue. On voit la Belgique aujourd'hui a pondu un communiqué parlant du dialogue. Et quand on parle du dialogue, personne ne va dans une négociation et rentre tel qu'il était parti. Il y a toujours des concessions. Qu'est-ce que la RDC va concéder? C'est ça le grand enjeu. Et la République démocratique du Congo, moi je salue l'attitude du gouvernement qui dit niet au dialogue. Parce que ça ne sera pas la première fois que nous dialoguons avec l'ennemi. On a vu avec le RCD, mais qui a pondu la CNDP. On a vu avec la CNDP qui a pondu justement le M23. Donc, on comprend que l'enjeu ou ce que veut l'ennemi est ailleurs. Et aussi longtemps que on ne fait pas monter le rapport de force en termes militaires, je crois que cette revendication ou ces revendications seront toujours là et nous compterons toujours des dialogues. Heureusement que cette fois-ci n'est pas le cas. Et qui n'apporteront pas des solutions aux problèmes. Moi je pense réellement que maintenant, nous devons continuer avec la force. Seule la force qui fera de nous, qui fera que les voisins nous respectent. Jordan Manikini, les dialogues, c'est la solution ultime? Non, je pense qu'à ces stades, les dialogues n'est pas la solution nécessaire pour remettre la tranquillité à l'est du pays. Moi, je pense plutôt, j'ai toujours considéré les Rwandais comme étant un loup. Et une sagesse dit il faut hurler avec les loups. Moi, je pense que l'heure est arrivée de pouvoir, pour la RDC, de pouvoir démontrer aussi sa force face à ces pays qui ne cessent de nous agresser. Et surtout que nous connaissons l'appétence négative qu'a toujours dégagé Paul Kagame, le président rwandais, qui ne veut pas de négociations, lui aussi, parce que à chaque fois que nous avons eu à négocier avec Paul Kagame, ça a toujours mal tourné. C'est quelqu'un qui est versatile, qui n'a pas de position fixe. Ses réflexions ont toujours été à géométrie variable. Paul Kagame, même lorsqu'il vous dit bonjour, il ne faut pas lui croire. C'est pas une salutation. C'est pas quelqu'un qu'il faut croire. C'est vraiment un roublard hors pair. C'est peut-être une insulte. C'est vraiment un roublard, ce monsieur. Donc, c'est vraiment un président à qui il faut faire très attention lorsque vous mangez sur la même table avec lui. Il faut avoir des longues fourchettes. Il est vraiment très terrible dans l'art de dribbler ses hôtes. Mais je pense qu'à l'heure où nous sommes, nous devons passer en action. Le Congo doit répondre militairement au Rwanda parce que nous avons assez négocié et ça n'a abouti à rien. L'heure est arrivée où les Congolais doivent défendre leur territoire. Mais j'aimerais ici rebondir sur quelque chose que je n'apprécie pas. Parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, les Congolais se disent, bon, les M23 peuvent occuper Bunagana, ils peuvent occuper Rutshuru, ça ne pose pas de problème, mais ne touchez pas à Goma. Non, moi je pense que même pas 1 centimètre de la RDC ne doit être occupé par le M23 soutenu par les Rwandais. Donc on ne doit pas être content si Bunagana fait 600 jours sous occupation, si Rutshuru est en proie des milices, on ne doit pas être content. Parce que la plupart des gens disent aujourd'hui, ne touchez pas à Goma. Faisons un effort pour que les M23... Et la différence entre Goma et Rutshuru, c'est quoi la différence entre... Mais non, il y a une différence. C'est partout où il y a les Congolais. Non, il y a des Congolais partout. On doit pas dire qu'on tue à Rutshuru, mais ne touchez pas à Goma, sinon on va se justement, révolter. parce que, comme je l'ai dit, si on touche à 1 centimètre de la RDC, automatiquement, ça doit déclencher une révolte. Même s'il fait... La différence... Je l'ai démontré ici que... Je l'ai démontré ici que l'enjeu pour le M23, c'est Goma. Parce qu'il sait que Goma, c'est plus de 2 millions de personnes. Et quand vous touchez à plus de 2 millions de personnes, le gouvernement n'aura pas de choix que
de négocier. Non mais fiston, Voilà moi pourquoi- je suis non, pas ce n'est d'accord pas- ce qu'on n'est dise pas- que l'Angers pour les ce n'est M23 pas- c'est Goma. ce Mais n'est si pas- on occupe moi, Bunagana, nous on doit se dire quoi? Bon, comme l'Angers c'est Quand vous- Goma, quand vous comme lisez- les M23 n'est pas encore à Goma, qu'on croise les Non, bras. Non. l'idéal, c'est que On doit notre pas pays passer les bras. reste intact. Les M23 Mais le rapport de n'a force pas du- droit Ça, d'exister c'est un acquis. au D'accord. Congo. Mais Les M23 le rapport de n'est pas force au Congo. la On balance doit pas va s'attendre beaucoup à ce plus que peser les M23 en viennent à Goma faveur pour qu'on se fâche. du M23 s'il atteint Goma. Parce que à Goma, il y aurait un bain Non mais de sang. fiston, est-ce qu'on doit Parce que attendre Goma- que les M23 atteignent Goma Non. pour qu'on fasse quoi? C'est que moi j'ai dit Déjà que que les M23 à Bunagana, qu'on les chasse d'abord. Goma, c'est les remparts. On commence d'abord par Ouais. chasser. Non, Goma, non, c'est le d'accord, refuge d'accord. même des je pense que même les populations. spectateurs ne sont pas contents de ta réflexion. Non. Excusez-moi, fiston. D'accord, Donc, d'accord. est-ce qu'on doit être à D'accord. l'aise au moment où les M23 D'accord. C'est-à-dire que votre argumentaire sort comme si on a abandonné la nuance qui peut être faite maintenant là, c'est de comprendre que la République démocratique du Congo, dans son ensemble, n'est peut-être habitée par de terroristes. Justement, c'est ça la justement. réflexion. Alors, ce que Fiston dit est que, bon, ils savent pourquoi ils veulent toucher Goma. Goma. Puisque Parce si que on Goma touche va déranger plus. avec des millions d'habitants, avec toutes Frère, les activités économiques qu'il y a. Je tiens à vous rappeler Oui, que oui. l'objectif n'est pas Goma. L'objectif, c'est la balkanisation de la RDC. Ah, ok, d'accord. Comprenez la partie Kivu et puis les Katangais aussi vont. C'est ça l'objectif. D'accord. Et Alors, on voilà. communique. Quand vous Alors, lisez voilà. le communiqué de ces C'est groupes la armés, Je pense que. quand vous lisez le communiqué de ces groupes armés, ils Allez-y, disent on toujours va. que nous sommes disposés à dialoguer. Il n'y a Mais que c'est une Kinshasa qui stratégie bloque. de dissuasion. Vous voyez, C'est pour justement. embrouiller la population. Justement. Jordan Manikini, Fiston Leko, je vous dis infiniment merci pour vos différentes analyses. C'est par ici que nous mettons. Elle était toujours courte. Hein. C'est par ici que nous mettons un terme à Géopresse. Géopresse d'aujourd'hui qui s'est consacré à l'analyse de la si je l'avais dit, situation, à la situation sécuritaire à l'est du pays et aussi à la formation du gouvernement, à la nomination de l'informateur qui doit travailler pour la formation du gouvernement. Fidèles téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette émission Géopresse. Si vous avez de critiques, vous avez des commentaires, vous avez des suggestions, le numéro est sur le bas de l'écran. Proposez-les, envoyez de messages. Nous restons à votre disposition à l'équipe technique. Merci aussi et retrouvons-nous très prochainement.